de formation virtuelle QHSE Kingdom. Un audit QHSE ne peut passer sans que l'auditeur demande de regarder la matrice de compétences et celle de polyvalence. Parle-t-on déjà de la même matrice ou de deux matrices différentes? Je suis certaine qu'il y a plusieurs questions qui tournent dans votre tête par rapport à ce sujet. Cette formation est là pour réduire toutes vos ambiguïtés en néant. Prêt? Démarrons! Sur la C2 compétences, l'organisme doit déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant sous son contrôle un travail qui a une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité. Tout court, toute personne qui travaille pour le compte de l'organisme en doit déterminer ses compétences nécessaires pour exécuter sa mission correctement. Toujours sur la C2 compétences, l'organisme doit s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. Tout court, on ne peut pas dire tout simplement qu'une personne est compétente parce qu'elle atteint les objectifs, parce qu'elle est toujours performante. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours avoir la preuve et l'évidence, surtout le jour de l'audit. Soit la preuve d'une formation initiale, professionnelle ou d'une expérience appropriée, mais prouvée. L'organisme doit, le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions. Si un de nos salariés manque de compétences, l'entreprise peut lancer un plan d'action de formation à ce salarié afin d'améliorer ses compétences. Et finalement, l'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences. On va voir en détail quelles sont ces informations documentées, preuves de compétences. Question pratique, puisque nous sommes toujours dans une démarche pratique, quels sont les outils de mise en œuvre de la C2 compétences de la norme ISO 9001-2015? Premier outil, c'est la matrice de compétences. C'est quoi la matrice de compétences? C'est tout simplement une représentation visuelle des talents de l'entreprise qui tient en compte des objectifs de l'entreprise, des besoins des équipes. Ça veut dire que cette matrice de compétences est construite en se basant sur les objectifs en matière de compétences de l'entreprise et les besoins en matière de compétences des équipes. Attaquons la pratique. La matrice de compétences, elle est tout généralement sous forme d'un tableau. Alors, ce tableau, il contient plusieurs colonnes. Là, pour cette matrice, le cas pratique qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la matrice de compétences de l'équipe contrôle qualité de notre entreprise virtuelle que l'on prend toujours comme exemple afin de simuler un cas réel de tout outil pour se conformer à la 9001-2015. Alors là, nous avons notre entreprise virtuelle XR, qui est une entreprise de production de jus de fraises, et on va choisir l'équipe de contrôle qualité. L'équipe qui contrôle les fraises à la réception. Lorsque l'entreprise reçoit les fraises de la part des agriculteurs, il va falloir vérifier si ces fraises sont des fraises de qualité pour que le produit final qui est le jus soit un produit de qualité. Parfait. Alors, notre tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une colonne compétences requises, ce qui est attendu parce qu'on a dit que la matrice de compétences, elle se construit à base de ce qui est attendu en matière de compétences de l'équipe et ce qui est attendu de la part de l'entreprise. Ensuite, on va lister les collaborateurs de l'équipe. Ici, nous avons monsieur A, monsieur B, monsieur C et monsieur D. Et puis, nous avons les actions requises. Très bien. Lorsqu'on dit matrice de compétences, ça veut dire que l'on va évaluer les compétences. Et qui dit évaluation dit une échelle de cotation. Alors, là, vous avez une petite échelle de cotation. Il faut savoir que cette matrice, elle est construite de telle sorte qu'il y a
4 niveaux d'expertise. Le niveau M, c'est le niveau de la maîtrise de compétences. Ça veut dire que le salarié peut effectuer les aspects simples et difficiles d'une tâche en toute autonomie, apte à former ou à accompagner un autre acteur dans la maîtrise de l'activité en question. Ça veut dire que c'est le niveau de l'expertise ultime. Le niveau S, c'est un connaisseur standard de la compétence. Ça veut dire qu'il peut réaliser les cas standards d'une mission, peut se débrouiller seul s'il n'y a pas de difficulté particulière, sinon il aura besoin d'un expert pour l'épauler dans la réalisation de sa tâche. Si tout est dans le mode normal, il est bien, il se débrouille, mais une fois dans un mode dégradé, il a besoin d'appui. F, c'est à former. La personne a besoin d'une formation pour pouvoir faire les cas standards d'une activité. Ça veut dire pour passer du niveau F à niveau S, elle a besoin d'une formation. Et finalement, c'est le dernier niveau, c'est le niveau inapte. Ça veut dire que le salarié, il est inapte même s'il bénéficie d'une formation. Même si l'entreprise fournit des efforts pour lui faire passer une formation, il sera toujours inapte. Très bien. Maintenant, attaquons la pratique. La première compétence requise pour l'équipe de contrôle qualité, c'est les techniques de l'échantillonnage de la marchandise. C'est normal. L'entreprise va recevoir des tas de fraises, va recevoir des tas de marchandises. Il faut vérifier si ces marchandises sont toutes de qualité. C'est vraiment impossible de vérifier et de contrôler toute la marchandise. Il va falloir procéder par échantillonnage. Et c'est là le besoin de compétences techniques et de l'échantillonnage de la marchandise. Ce qui est attendu, c'est MSMS, ça veut dire expert standard. Expert standard. Alors, ce que nous avons comme état de l'existant, le A, il est M, il répond à ce qui est demandé. Le B, il est S, très bien. Mais sur le C et le D, il y a un problème. Le C, il est F. Ce n'est pas un grand problème parce qu'il peut passer de F à S tout simplement à travers une formation. Mais le grand problème, c'est le D qui est I. Ça veut dire qu'il est inapte. Aucune solution. Alors là, quelles seront les actions requises? C'est d'assurer une formation technique de l'échantillonnage de la marchandise au collaborateur C, qui est au niveau F, ça c'est très bien. Et puis, recruter un collaborateur qui maîtrise les techniques de l'échantillonnage de marchandises. C'est très très évident puisque nous avons le collaborateur D qui est en I. Même avec formation, il ne sera pas apte à exercer cette mission parce qu'il n'aura pas la compétence requise. Deuxième compétence, technique de contrôle visuel. Des formations moisissures. L'agent de contrôle qualité doit avoir la compétence de contrôle visuel. Contrôler si la marchandise est déformée, si jamais il y a des moisissures, etc. Alors, ce qui est requis, c'est 4M. Et effectivement, tous les collaborateurs sont experts en matière du contrôle visuel. Et ça, c'est très bien. Du coup, aucune action requise. Parfait. Troisième compétence, technique de contrôle à travers des analyses chimiques au niveau du laboratoire des composants des fraises. Alors, ce qui est demandé, c'est SMMS. Alors, nous avons le A qui est S, ça c'est très bien. Nous avons le B qui est F. Alors, c'est pas grave, F peut passer à S à travers une formation. Nous avons le C qui est M, c'est parfait, mais nous avons le D qui est I. Alors, là, pour aboutir à ce qui est attendu, on va transformer F en S à travers une formation. Et là, nous avons l'action former le collaborateur B, qui est F, ou bien aux techniques de contrôle à travers des analyses chimiques au niveau du laboratoire. Et I, il n'y a pas de solution, on doit procéder au recrutement. Très bien. Composante suivante, capacité de prise de décision par rapport à la conformité de la marchandise. Ce qui est demandé, c'est MSF. Nous avons le A, le collaborateur A qui est en I, ça veut dire inapte, mais nous avons les autres 3 collaborateurs qui sont conformes. D qui est M, B qui est S et C qui est F. Très bien. Maintenant, nous allons passer aux soft skills, ça veut dire les compétences comportementales.
Première compétence comportementale, c'est la capacité à travailler sous pression. Là, nous avons ce qui est attendu, c'est 4 M. Et nous avons, en ce qui concerne l'existant, nous avons 3 M et un F. C'est pas grave. F peut se transformer en S à travers une formation et c'est l'action requise. Inscrire le collaborateur A à une formation de coaching sur le travail sous pression. Très bien, c'est vrai qu'il va se transformer en S et pas M, mais au moins, ça va être ça va mettre l'entreprise à l'aise par rapport à cette compétence, au moins. Et c'est beaucoup mieux que de recruter une nouvelle ressource. On sait très bien que le recrutement veut dire coût, veut dire temps, etc. Donc, on va se contenter du S. Alors, travail d'équipe. Le travail d'équipe, ce qui est demandé, c'est 4 M, mais nous avons ici 3 M et un F. Le F, il peut bien entendu se transformer en S à travers une formation de coaching sur le travail d'équipe. Et ici, c'est pareil, le S peut être suffisant dans ce cas. Compétences en matière de nouvelles technologies. Ce qui est demandé, c'est SMSM. Très bien, nous avons SMS, c'est parfait, mais nous avons un F. Ça veut dire que le collaborateur D, il a toujours besoin de formation si jamais l'entreprise veut adopter de nouvelles technologies. Du coup, la solution ou l'action requise, c'est d'anticiper les formations quand l'adoption d'une nouvelle technologie est planifiée. Comment? Donc, si l'entreprise planifie d'ajouter une nouvelle machine dans le process, il va falloir à l'avance, de 2 à 3 mois, former le collaborateur D pour qu'il soit prêt à utiliser cette nouvelle technologie. Et finalement, créativité et innovation, ce qui est demandé, c'est MSMF. Et effectivement, c'est ce qui existe réellement. MSMF. Très bien. Donc là, c'est la matrice de compétences de l'équipe contrôle qualité. Il faut savoir que généralement, les matrices de compétences se font par équipe. C'est plus pratique. Parfois, ça peut se faire qu'il y ait une matrice globale, mais ceci est généralement utilisé pour les entreprises petite taille. Pour les entreprises grande taille, je vous assure que ce serait pas évident d'avoir une matrice de compétences globale, mais il vaut mieux la dispatcher par équipe. Maintenant, deuxième outil de mise en œuvre, c'est la matrice de polyvalence. Qui dit polyvalence dit personne ou salarié multitâche. Ça veut dire un salarié qui peut exécuter plusieurs tâches. Alors, la matrice de polyvalence, c'est un autre outil. Il faut savoir que la matrice de polyvalence est totalement, on va pas dire totalement, mais elle est vraiment différente de la matrice de compétences. C'est vrai qu'elle s'inspire et qu'elle utilise la matrice de compétences pour être construite, mais c'est vraiment un outil qui est différent. Ça, c'est juste pour répondre à la confusion qu'on trouve toujours entre la matrice de polyvalence et la matrice de compétences. Alors, c'est un autre outil conçu pour mesurer, évaluer, prendre des décisions relatives à la polyvalence d'une équipe. Elle aide à établir le niveau de performance de chaque travailleur dans différents postes. Voilà, donc la matrice de compétences, elle détermine le niveau de compétence de chaque salarié en matière d'une compétence, alors que la matrice de polyvalence, elle détermine le niveau de performance du salarié dans les postes et pas dans les compétences. Voilà. Attaquons une deuxième fois la pratique et voici la matrice de polyvalence de notre fameuse entreprise virtuelle X Sarl. Alors la matrice de polyvalence peut être sous forme d'un tableau Excel. Vous avez ici
Une colonne relative aux salariés et des colonnes concernant les différents postes de l'équipe contrôle qualité. Nous avons notre salarié Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C et Monsieur D, et nous avons les différents postes de l'équipe contrôle qualité, à savoir l'échantillonneur qui procède par l'échantillonnage de la marchandise, le contrôleur visuel qui contrôle les défauts, déformations, moisissures des fraises, contrôleur chimique qui va faire des analyses chimiques sur les fraises, et finalement le contrôleur final qui va prendre la décision finale par rapport à la conformité des fraises. Très bien. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici une évaluation du niveau de polyvalence. Et qui dit évaluation dit une échelle d'évaluation. Et là, vous avez des niveaux de polyvalence qui vont de 0 jusqu'à 4. 0, ça veut dire que le salarié ne connaît pas le poste de travail. 1, le salarié connaît le poste mais requiert une formation pour appliquer le mode opératoire. 2, le salarié applique le mode opératoire et fait la qualité attendue. 3, le salarié connaît le mode opératoire, fait la qualité et la quantité attendue. Et quatrièmement, c'est le salarié qui est expert. Il connaît le mode opératoire, fait la qualité et la quantité attendue et il est capable de former d'autres personnes. Je m'excuse de l'utilisation de elle. C'est juste une faute de frappe. Donc, c'est un salarié qui est expert. Et là, on va pouvoir maintenant évaluer nos salariés par rapport au poste. Alors, notre salarié A, en ce qui concerne le poste d'échantillonneur, il est évalué de 4. De contrôleur visuel, il est de 4. Contrôleur chimiste, il est de 3. Et malheureusement, contrôleur final, il est de 0. Alors là, c'est pareil pour les autres salariés. Chaque salarié, il est évalué en ce qui concerne son niveau de polyvalence pour chaque poste. Très bien. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des notes ou bien des évaluations horizontalement et ça donne le SS. Le SS, c'est le score du salarié. Oui, alors ça, c'est le SS du A. Alors le SS du salarié A, c'est 11. Le SS du salarié B, c'est 11. Le SS du salarié C, c'est 10. Et puis, nous avons le score SP. SP, c'est le score du poste. Ça veut dire le score du poste échantillonneur, il est de 8. On va faire la somme. On fait la somme 4 plus 1, c'est 5 plus 3, c'est 8. Contrôleur visuel, 4 fois 4, c'est 16, etc. Parfait. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'après calcul de ces scores, on va passer à des actions. Mais pour pouvoir décider de ces actions, on a des modes de réaction. Donc, ici, score du poste. Alors, si le score du poste est inférieur à 8,5, alors le choix du 8,5, c'est un choix mathématique et bien sûr un choix qui se fait en collaboration entre les RH, la direction générale et toute personne qui est désignée par la direction générale pour déterminer ce seuil. Alors là, il est plus ou moins mathématique et avec décision bien sûr de l'équipe direction générale, RH et autres. Alors on prend bien sûr le maximum qu'on peut avoir, que ce soit pour le SP ou pour le SS, qui est de 16, ça veut dire 4 fois 4, et le minimum qui est de 0, ça veut dire 4 0. Et on va le diviser par 2, ça donne 8. Mais la direction générale et les RH, ils ont décidé de élever un petit peu le score et le mettre à 8,5. Très bien, ça reste un choix. Parfait. Alors, si SP, qui est le score du poste, est inférieur à 8,5, vous avez 3 possibilités. Soit former d'autres salariés, soit monter en compétence les salariés déjà formés, soit recruter des salariés qui maîtrisent le poste.
Et si SP est supérieur à 8,5, 8,5, niveau de polyvalence générale acceptable. Donc, ça reste acceptable. Mais cela ne veut pas dire qu'on va toujours chercher l'amélioration. S'il y a des actions d'amélioration et si on cherche à élever encore plus ce score du poste, c'est toujours préférable. Très bien. Et pour le score salarié, si SS est inférieur à 8,5, montez le salarié en compétences ou recrutez des salariés qui maîtrisent le poste. Ça dépend. Et le SS, s'il est supérieur à 8,5, il faut euh, savoir que le niveau de polyvalence du salarié est acceptable. Et là, toute amélioration reste préférable. Très bien. Alors maintenant, on a compris le mode de réaction face aux notations. Très bien. Alors là, par exemple, pour le salarié A, le niveau, il est de 11. Donc, c'est supérieur à 8,5. Du coup, il n'y a pas d'action requise. Pareil pour le B, pareil pour le C. Sauf que pour le D, le score, il est de 8. Ça veut dire il est inférieur à 8,5. L'action requise, c'est de recruter au moins un salarié qui maîtrise un des postes. Parce que notre salarié D ne connaît pas ou bien ne maîtrise pas les deux postes d'échantillonneur ou contrôleur chimiste. Donc, on va recruter au moins un salarié qui maîtrise les deux postes d'échantillonneur ou de contrôleur chimiste. Ça, c'est par rapport aux actions requises pour les salariés. Maintenant, verticalement, nous avons ici le SP de l'échantillonneur, du poste échantillonneur et de 8. Du coup, l'action requise, c'est de former le salarié C aux techniques de l'échantillonnage. Et nous avons le total pour le contrôleur chimiste qui est de 8 aussi. Il va falloir former le salarié B aux techniques du contrôle chimique. Bien sûr, le recrutement, on va le mettre toujours en dernier recours parce qu'on sait très bien que le recrutement, c'est un coût en matière financière et en matière de temps. Et finalement, le contrôle final, ce qu'on va faire, le post-contrôleur final, on va former le salarié C aux techniques du contrôle final. Ici, le salarié C, il est qualifié de 1 et on va le former aux techniques de contrôle final. Là, il va pouvoir passer au moins à 2 et nous avons 3 plus 2 qui est de 6, 3 plus 2 qui est de 5, plus 4 qui est de 9. Et là, on est en dépassement par rapport au seuil. Très bien. Alors, même chose pour le poste échantillonneur. Ici, ça va se transformer en 2 lorsqu'on réalisera la formation au salarié C. Et ce sera 4 plus 3 qui est 7 plus 2 qui est 9. Et là, nous sommes en dépassement par rapport au seuil. C'est la matrice de polyvalence. Ce modèle, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit son activité, bien sûr avec quelques adaptations. Et pareil que la matrice de compétences, la matrice de polyvalence, elle est faite par équipe. Vous pouvez avoir une matrice de polyvalence globale, mais uniquement pour les cas des petites entreprises. Maintenant, on va détailler un petit peu le point des évidences de compétences à conserver. Quelles sont les évidences à conserver et à présenter à l'auditeur le jour de l'audit comme preuve de compétences? Premièrement, les diplômes, les certificats de formation, les évaluations bien sûr de formation. C'est les preuves pour mettre en évidence les compétences de vos collaborateurs. Notre formation d'aujourd'hui a touché à sa fin. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions de sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouvelles formations au fur et à mesure.
Si la vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à vos attentes, n'hésitez pas de laisser un like pour que j'ai une idée sur vos réactions. Restez en bonne santé et à la prochaine!